Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre webinaire Prévention de Collectim. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la question de la qualité de vie et des conditions de travail. Et on va aborder et traiter vraiment en profondeur la question de l'enquête sur la QVCT. Comment faire cette enquête, dans quel but, quels sont les éléments qu'on va pouvoir en tirer et quel usage après. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau, et ce n'est pas la première fois, Evelyne Foucrault. Bonjour Evelyne. Bonjour Sébastien. Alors Evelyne, tu es professeure de psychologie à l'Université de Tours, psychologie du travail et des organisations. Tu diriges également le master. Absolument. Psycho du travail, et puis le laboratoire Calypsi. Alors, c'est quoi ce laboratoire ? Alors, ce laboratoire, cette équipe de recherche, elle a comme caractéristique d'être une équipe pluridisciplinaire, puisqu'elle inclut à la fois des psychologues du travail, des psychologues cliniciens et des médecins, notamment cancérologues. Qu'est-ce qu'on partage ? On peut se dire que fait-on dans cette barque commune ? Ce que nous partageons, c'est nos interrogations sur tous les facteurs, les mécanismes qui peuvent, je dirais, qu'ils soient individuels, qu'ils soient groupaux, qu'ils soient organisationnels, et qui peuvent, je dirais, affecter la qualité de vie, la santé psychologique à l'âge adulte. Alors, de manière générale, dans la population, mais aussi dans des contextes particuliers, dont le monde du travail, ou à l'occasion, par exemple, ou dans le cadre de maladies chroniques, dans le cadre d'addiction, dans le cadre de violence. Donc vraiment, ce sont ces fluctuations de la qualité de vie et de la santé psychologique qui font, ou qui fait plus exactement, l'objet de nos études. Et vos études, en fait, vous faites des études tout seul dans votre laboratoire, dans une tour d'ivoire, ou bien vous allez dans les entreprises, dans les collectivités publiques, etc., pour pouvoir travailler avec les gens sur le terrain ? On collabore très étroitement avec les terrains. Pour donner une idée peut-être sur l'ensemble des études que nous menons, plus de 95% sont des études à visée applicative. Autrement dit, nous partons des problématiques et des questionnements de terrain que, je dirais, nous modélisons, c'est la terminologie que nous employons, le terme que nous employons, et après, à charge pour nous de revenir vers les terrains pour éclairer un certain nombre de décisions ou d'actions qui peuvent être mises en place. Donc vraiment, c'est de la recherche appliquée, si je puis dire. Et d'ailleurs, alors qui se traduit comment ? La proximité avec les terrains par des conventions partenariales de recherche. Nos doctorants et doctorantes, par exemple, pour la plupart, en tout cas pour celles et ceux que j'encadre, sont, je dirais, des conventions CIFRE, autrement dit, qui font l'articulation entre le monde professionnel et le monde académique. Donc ce sont des doctorats vraiment de recherche de terrain et avec le milieu du travail, pour répondre à des questions aussi des organisations qui les accueillent. Alors on part en général des questionnements et des besoins du terrain. Nous recherchons, je dirais, quel est l'éclairage le plus prometteur pour pouvoir répondre, pour pouvoir, je dirais, éclairer, encore une fois, les questionnements. Donc très clairement, oui, c'est en interaction étroite que se définissent même les sujets de thèse de doctorat dans notre équipe. D'accord. Alors en tant que chercheuse, toi, en psychologie du travail des organisations, quelle définition tu pourrais donner de la qualité de vie et des conditions de travail ? Alors, c'est une vraie question. Et je me disais en préparant et en réfléchissant à notre webinaire là, de ce matin que est-ce que finalement nous avançons dans la définition de cette qualité de vie et conditions de travail, des conditions de travail aujourd'hui ? Peut-être avant d'y répondre, au moins une précision historique si je puis dire, ou un premier constat. Clairement, cette notion de qualité de vie au travail, elle est bien antérieure sur les terrains professionnels par rapport aux préoccupations des chercheurs. Autrement dit, globalement, dès les années 70-80, on parle de la qualité de vie au travail. Chez les chercheurs, l'apogée de ces questionnements-là, ou plus exactement le déclencheur, et son apogée, c'est les années 2000. Donc on a quand même un différentiel de presque 3 décennies. Pourquoi ? Ça va correspondre, dans la discipline qui est la mienne, notamment la psychologie du travail et des organisations, au fait que les années 2000, c'est l'émergence de ce qu'on appelle la psychologie organisationnelle positive. De quoi s'agit-il ? Jusqu'alors, là aussi de manière brève, les chercheurs en psychologie, quelle que soit leur spécialité d'ailleurs, s'intéressaient plutôt à tout ce qui relève des phénomènes de crise, de rupture, dans les trajectoires personnelles, dans les fonctionnements des organisations. À partir des années 2000, la question qui va se poser, c'est de se dire, mais finalement, pourquoi, à même destin annoncé, si je puis dire, eh bien, certains s'en sortent et d'autres non. C'est d'ailleurs l'omniprésence du concept de résilience qui s'impose à ce moment-là, en disant comment on peut dépasser des événements aversifs ou des problématiques personnelles pour pouvoir être résilient. Donc on change, en fait, on regarde la même réalité, on change ses lunettes de vue, on change de paradigme, on dit dans notre jargon, vraiment, on change de grille de lecture. Et donc, dorénavant,
on s'intéresse, et on verra ce que ça génère dans le monde du travail, on s'intéresse plutôt aux ressources individuelles, groupales, organisationnelles, qui vont favoriser le développement optimal des personnes et des organisations. Dans le monde du travail, dans la continuité, on va passer, si je puis dire, d'un focus sur les RPS à un focus sur la qualité de vie au travail. On reviendra sur la différence RPS, QVCT, effectivement. On a eu en 2021 la loi santé au travail qui a fait passer la QVT à la QVCT. Et donc, il y a une modification des domaines proposés par l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et donc, ils ont défini 6 domaines qui sont l'organisation, le contenu et la réalisation du travail, le projet d'entreprise et de management, l'égalité au travail, le dialogue social et professionnel, les compétences et les parcours professionnels, la santé au travail et la prévention. Comment est-ce qu'on peut articuler la recherche et ces propositions faites par l'ANACT de ces 6 domaines? Oui, alors, il est vrai que la grille proposée par l'ANACT, elle a une simplicité intégrative qui est intéressante. Autrement dit, elle distingue ces grands domaines potentiels. D'ailleurs, elle parle de volets, de domaines selon les moments, si je puis dire, de l'histoire de l'ANACT. Mais on sait que ce sont des domaines qui sont cruciaux, très importants, encore une fois, pour favoriser, renforcer, déclencher, en tout cas en tant que psychologue, la perception d'une certaine qualité de vie et des conditions de travail. Donc, elle a cette simplicité et en cela, elle est intéressante. Ce qu'apportent les chercheurs, parallèlement, et peut-être de manière complémentaire, c'est qu'ils permettent d'affiner notre compréhension de ces domaines, en distinguant notamment des facettes, des sous-domaines, qu'ils vont pouvoir d'ailleurs évaluer au travers d'outils aussi. On va revenir sur cette notion d'outil qui est un des fils rouges du webinaire de ce matin, parce que c'est très important. L'ANACT ne propose pas d'outils par rapport à cela, alors que les chercheurs ont mis au point un certain nombre d'outils qui vont permettre d'évaluer ces différents domaines de manière fine. Et puis la deuxième complémentarité pour moi de la recherche par rapport à ce que propose l'ANACT, c'est le fait de faire la distinction entre, je dirais, ce qui est attendu dans ces domaines par les travailleurs, et puis, je dirais, la perception qu'ils ont d'en bénéficier ou pas. Parce qu'en fait, ce qui est le prédicteur le plus robuste des états de santé, du bien-être au travail, je dirais d'un certain nombre de comportements, même de performance, c'est ce décalage potentiel entre les attendus et la réalité des terrains. Et on a d'ailleurs, je pense à l'échelle qui a été créée par, le questionnaire qui a été créé par une collègue en 2024, là, qui permet de mesurer dans les différents domaines de l'ANACT ce décalage entre, je dirais, attendu et vécu. C'est d'ailleurs le terme qu'elle emploie. Quel est l'enjeu justement pour un employeur, pour un service RH, de s'engager sur la QVCT? Il est crucial. Alors là, vraiment, je pèse mes mots. Si j'avais un seul message dont j'aimerais qu'il soit retenu, je dirais, lors de ce webinaire, c'est celui-là. Ce n'est pas la cerise sur le gâteau, la QVCT. Pour dire les choses très clairement, c'est crucial. Il n'y a pas, je dirais, de développement optimal et durable, que ce soit des hommes ou des organisations, qui puissent faire l'impasse sur cette dimension de la QVCT. C'est fondamental. On l'a observé dans nos études à tous les moments de la carrière, de l'entrée de la carrière jusqu'à la sortie. À l'entrée de la carrière, je dirais, avoir fait la démonstration qu'il y avait une certaine QVCT dans une organisation est un facteur puissant d'attractivité, notamment pour les jeunes générations. Aujourd'hui, on sait qu'au-delà du travail, il y a cette volonté chez les jeunes d'intégrer des organisations, quel que soit le secteur de l'économie marchande, le secteur institutionnel, le secteur associatif, le secteur social, médico-social. Il y a ce levier puissant d'attractivité qui est la qualité, je dirais, de vie et des conditions de travail. Jusqu'à la sortie d'ISEG, effectivement, des seniors, tu as annoncé tout à l'heure une réflexion autour, je dirais, de la santé des seniors en organisation, et à une période où parfois, on s'interroge quand même aujourd'hui sur la capacité à maintenir les seniors dans l'emploi et à éviter des départs trop précoces avec tout ce que cela engendre pour l'organisation. On sait qu'une QVCT satisfaisante est là aussi un mécanisme puissant de rétention dans l'emploi des seniors. Et puis, disais-je, à tous les moments et sur toutes les facettes de l'activité professionnelle. J'ai à l'esprit quelques-unes des dernières études que nous avons menées.
on a démontré clairement des liens de causalité entre QVCT perçu par les collaborateurs et par exemple capacité à faire face à des événements ou à des épisodes aversifs, autrement dit à faire preuve de résilience. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est fait de turbulences, d'évolution du monde du travail. Ça veut dire qu'en permanence, il faut s'ajuster, il faut s'adapter, si je puis dire. On sait donc que bénéficier de cette QVCT permet à la fois aux collaborateurs et aux collectifs de travail de faire face de manière plus optimale à ce type de situation. Alors, dans quelle situation, en fait, un employeur aurait intérêt à utiliser un questionnaire pour faire un audit QVCT ? Alors, je crois que peut-être avant, je dirais, d'identifier des usages, entre guillemets, et des conditions qui favorisent le recours soit à des questionnaires existants, soit à la création de questionnaires ad hoc, si je puis dire. Là aussi, sûrement, nous allons en reparler. Qu'est-ce qui est visé quand on utilise ce type d'outils ? Premièrement, je crois qu'il y a la volonté, la lucidité, parfois pas toujours, si je puis dire les choses ainsi, mais en tout cas, il y a la volonté de dépasser une approche strictement empirique, intuitive, opportuniste même. Ça va mal dans l'organisation, on va faire une enquête. Et on va faire une enquête, on va utiliser un outil qui parfois relève plus du sondage que véritablement de la collecte de données sécurisées et intéressantes. Donc ça, c'est déjà un premier point. Il y a cette volonté de. La deuxième volonté, souvent, en tout cas par les plus experts qui ont recours à ce type d'outils, c'est de se dire, en faisant cela, on va limiter le risque d'erreur dans la compréhension de la complexité de la situation. Un climat social, par exemple, dégradé, si on s'appuie sur un outil, on devrait a priori en savoir plus et réduire le risque d'erreur dans la compréhension de ce climat social dégradé. Plus précisément, qu'est-ce qu'on observe, nous qui sommes en position parfois extérieure aux organisations, par rapport aux préventeurs de risques, par rapport, je dirais, aux spécialistes de l'accompagnement dans les carrières avec une préoccupation de QVCT ou d'autres professionnels. Ce que nous observons, c'est qu'il y a plusieurs cas dans lesquels, entre guillemets, si ce n'est s'impose, mais en tout cas, se pose la question de l'utilisation d'un outil. Le plus souvent, c'est à l'occasion d'événements problématiques, voire critiques. Oui, c'est souvent là qu'on se dit qu'il faudrait faire une enquête QVT. Ouais. Exactement. Et on dit d'ailleurs, il faudrait faire une enquête QVCT ou QVT. En fait, c'est une enquête de prévention des risques et de RPS qui est pensée. Nous allons revenir là-dessus. Mais effectivement, événements problématiques, voire critiques, ça peut être, je dirais, un plan social, ça peut être, je dirais, comment dirais-je, alors ça peut être aussi des événements plus positifs, une restructuration, mais qui peut poser problème, un déménagement, qui peut générer des processus, je dirais, des questionnements. Donc, clairement, c'est un des plus gros volets sur lequel on observe le recours à un outil comme un questionnaire, encore une fois, autour de la QVCT. Deuxième condition, si je puis dire, eh bien, c'est dans une logique d'amélioration continue. Alors ça, c'est une autre finalité qui est visée. Par exemple, nous avons une grosse étude qui est en cours depuis 4 ans maintenant, qui porte sur ce qu'on appelle la qualité de vie et conditions de travail intégrées. L'idée, quelle est-elle ? C'est de suivre des organisations du travail dans lesquelles nous allons, et nous avons commencé, à implémenter, avec des partenaires professionnels, implémenter ce que nous nommons, nous, des pratiques organisationnelles vertueuses. Des familles de pratiques portées par l'organisation de manière formelle et qui visent, certes, la performance de l'organisation, mais la performance qui ne peut pas être conçue sans la qualité de vie au travail perçu des collaborateurs. Avec le questionnaire, en fait, nous allons réutiliser cet outil de mesure, si je puis dire, de manière à pouvoir appréhender les fluctuations de cette qualité de vie au travail perçue au fil du déploiement et de l'appropriation de ces familles de pratiques. Ça, c'est un deuxième volet potentiel. Troisième volet, je vais le dire avec un petit sourire parce qu'il est sûrement plus questionnable, c'est qu'on a recours au questionnaire pour satisfaire aux obligations légales de l'employeur. Et ne nous cachons pas, je dirais, la réalité, c'est parfois un prétexte. C'est-à-dire que c'est une enquête parmi d'autres. Donc on va y revenir parce que ça a des effets contre-productifs et des effets, je dirais, non attendus qui peuvent être extrêmement préjudiciables pour l'organisation. Parce que les salariés s'interrogent toujours au moment d'une enquête et de l'administration d'un questionnaire en disant que veut l'organisation réellement.
Donc ça, nous allons, je dirais, en parler. Et puis, dernier point, peut-être que je pourrais signaler d'usage d'un questionnaire, c'est là une visée de renforcement de l'attractivité et de l'image employeur. C'est par exemple, vous savez, là aussi on voit cet usage-là, notamment au travers par exemple d'enquêtes comme les Best Places to Work, dont s'honorent et que mettent en avant un très grand nombre d'organisations, de fait, parce qu'ils font passer les questionnaires, je dirais, de manière récurrente, annuelle, régulière, et ça leur permet, quand les résultats sont bons, naturellement, et qu'ils sont communicables, de mettre en avant leur image d'employeur. Oui, bien sûr, ouais. Sur cette démarche-là, en fait, on voit que l'ANAC nous propose 6 domaines qui sont quand même très variés. Est-ce qu'il faut faire un choix thématique quand on veut s'engager dans cette démarche, ou est-ce qu'il faut tout faire? Alors, clairement, il ne faut pas tout faire. Rabelais aurait dit « qui trop embrasse, mal étreint ». Et je crois fort à cette maxime appliquée au monde du travail. Et pas que là. Et pas que là. Voilà, je te laisse la responsabilité de cette extrapolation. Mais il est clair que nous, on le voit. On voit, par exemple, circuler dans les organisations du travail des questionnaires qui sont des inventaires à l'après-vert. En fait, avec une multitude. D'abord, le questionnaire est lourd. C'est parfois 100, 150 questions. Trop lourd. Trop lourd. Pourquoi ? Parce que ce que nous savons aussi, c'est que plus le questionnaire est long, plus la propension est grande de la part des travailleurs de céder à ce qu'on appelle la désirabilité sociale. C'est-à-dire, c'est quoi? Tu peux nous expliquer? Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de la fatigue d'abord à remplir. On commence, on est enthousiaste, on se dit ça nous parle de nous, donc c'est intéressant, on répond. Et puis au fur et à mesure, la fatigue croissant, eh bien, revient chez certains, et un certain nombre, si je puis dire, la tentation de répondre comme on pense qu'il faut répondre, la désirabilité sociale. Donc c'est se conformer à ce qu'on imagine de ce qu'on attend de nous. Absolument, très clairement. Ça veut dire qu'en fait, les résultats, si on les recueille seulement sous forme de score brut, si je puis dire, des chiffres, tout simplement, on peut se fourvoyer de manière importante sur l'interprétation de ces résultats, parce que, encore une fois, on a recueilli les réponses socialement désirables, et même organisationnellement. Donc ça constitue un biais. C'est un vrai biais, encore une fois, dans l'exploitation des résultats. Donc non, on ne peut pas tout couvrir, parce que chaque pétale, si je puis dire, de la marguerite de l'ANAC, si je reprends cette image-là, eh bien, encore une fois, inclut un certain nombre de dimensions. On ne peut pas tout traiter. Alors, on peut parfois tout traiter, mais de manière plus sommaire, quand c'est un premier questionnaire qui permet de dresser un état des lieux général. Mais on n'en sait pas plus sur les domaines qui déjà peuvent être problématiques ou qui mériteraient d'être renforcés. Nous préconisons plutôt l'usage, je dirais, ou l'exploration, via ce questionnaire, de certaines dimensions. Je prends un exemple, si tu me permets, pour illustrer ça. Je pense à une organisation dernièrement dans laquelle les collaborateurs étaient majoritairement de la génération dite 4.0, Z, digital génération, peu importe le terme qu'on lui donne. Et là, il y avait un constat notamment par rapport au turnover, par rapport à l'explication, elle était plurifactorielle, bien évidemment, et même l'absentéisme. Mais, je dirais, des entretiens qualitatifs précédant l'administration du questionnaire avaient démontré que pour eux, pour s'engager dans leur organisation, pour y rester, pour s'y impliquer, il était essentiel que l'organisation remplisse son rôle et sa responsabilité sociétale. Ça veut donc dire que, à des questionnaires que nous avions validés, nous avons ajouté une dimension pour savoir et pouvoir appréhender la manière dont ils estimaient que leur organisation remplissait bien ce rôle-là. Vous voyez ? Donc, et là, on voit qu'on n'a pas tout exploré. On a fait le focus là-dessus et ça nous a permis aussi de proposer des actions ciblées et circonscrites. Oui, concrètes et en phase avec les besoins de l'organisation. Absolument. Tu sais, quand on est passé de la QVT à la QVCT avec la loi de 2021, on avait avant la QVT et de l'autre côté, on avait la prévention des risques, et notamment les risques psychosociaux, ce qui est la santé mentale au travail. Et lorsqu'on est arrivé à la QVCT, il y a une dimension qui est prévention, justement, de la santé. Est-ce qu'il y a un risque, justement, de confondre prévention des risques, des RPS, des risques psychosociaux, et QVCT? Je pense que non seulement il y a un risque, mais c'est une réalité observée. Et ce qui est terrible, c'est une réalité observée à la fois sur les terrains et parfois même dans la recherche. Ah oui, même dans la recherche. Clairement, on a encore, je dirais,
des méta-analyses, comme on le dit, qui ont... C'est quoi une méta-analyse? Méta-analyse, c'est quand on explore, je dirais, le nombre d'études qui ont été faites et on est capable d'extraire, en quelque sorte, ce que les apports, je dirais, de ces différents travaux, là où ils se rejoignent, là où ils se dissocient, et en ce faisant, de pouvoir distinguer d'autres pistes de recherche à venir. C'est ça une méta-analyse. En fait, on fait une revue de littérature approfondie. Alors maintenant, on a des méthodologies très rigoureuses pour ce faire, si je puis dire, et au plan international, mais on est capable de dire, voilà, sur les 5 dernières années, voilà les principaux enseignements qui ressortent. Et ce point de confusion, notamment dans la création des outils, on va y revenir, entre RPS et QVCT, est tout à fait fréquent. Donc il est légitime que les terrains, si les chercheurs eux-mêmes, parfois, et de moins en moins, mais il n'en reste pas moins vrai, continuent d'entretenir cette confusion, il est légitime que sur les terrains, on retrouve aussi, encore une fois, cette assimilation entre, je dirais, RPS et QVCT. Alors, c'est quoi la distinction qu'on pourrait établir? Et c'est vrai, tu as raison, c'est-à-dire qu'il y a eu un floutage des frontières au niveau sémantique entre ces deux termes à partir de 2020-2021, pour dire les choses clairement. Auparavant, en fait, on disait prévention des risques, ça renvoie notamment plutôt à un cadre juridique de sécurité, de santé, ok. Et la QVT était assimilée au bien-être, voire même par certains au bonheur, ce qui est encore un autre débat, si je puis dire. Voilà. Et puis il y a des actions périphériques. On allait mettre, je dirais, éventuellement des jeux dans une salle, on a je dirais, éventuellement mettre des corbeilles de fruits quand on accueillait les primo-arrivants, des actions un peu de saupoudrage, si je puis dire, voilà. À partir de 2020-2021, en fait, la définition de la QVCT devient plus englobante, plus large. Et d'ailleurs, il est explicitement indiqué que la QVCT se situe plus exactement en amont de la prévention des risques. Elle devient un outil, en quelque sorte, de prévention des risques psychosociaux. Ce n'est pas du tout le cas. Encore une fois, il faut être très au clair. Nous, dans notre discipline, quand on fait de la prévention des risques psychosociaux, on essaie d'identifier toutes les dimensions, tous les facteurs qui peuvent altérer, je dirais, la qualité de vie et la santé des collaborateurs et donc de l'organisation. Pas seulement santé d'ailleurs, des attitudes et des comportements qui peuvent être préjudiciables. Si on travaille sur la QVCT, on y adjoint non seulement la prévention des risques, mais aussi une approche beaucoup plus englobante et d'identification des ressources à développer, à soutenir pour favoriser un engagement durable et de qualité dans l'activité professionnelle. Effectivement, ce n'est pas la même chose, oui. Et alors, comment on fait quand on est dans un service RH pour embarquer les équipes dans un tel projet? Il faut que ça ait du sens quand même, à la fois pour les salariés ou les agents qui vont participer, et puis il y a les partenaires sociaux, les CSE. Comment est-ce qu'on fait pour embarquer tout le monde? En fait, la question que tu poses revient à se dire comment, effectivement, faire de toutes ces parties prenantes des soutiens à la démarche qui est engagée. Donc, c'est des soutiens motivés à la démarche, et ce qui n'est pas le cas. Encore une fois, on le sait, sur les terrains, il y a un très grand nombre d'organisations dans lesquelles on met en place des démarches de QVCT. On fait passer des questionnaires, on verra d'ailleurs, quand on ne restitue pas ou qu'on donne qu'une partialité des résultats qui sont recueillis, ça a des effets contre-productifs terribles. Il vaut mieux parfois ne rien faire plutôt que de le faire dans ces conditions. Donc comment on génère la motivation à quel est le drive, comme disaient les anglo-saxons, comment on va pousser les collaborateurs à le faire. Je pense que tu as utilisé un terme qui est tout à fait essentiel, c'est le sens. La première des choses, c'est, je dirais, d'arriver à partager de manière transparente ce vers quoi on va, le sens, mais aussi pourquoi on y va, la signification. Pourquoi l'organisation a cette volonté, encore une fois, de travailler sur ces deux dimensions. Pourquoi on fait l'enquête et la démarche, pourquoi on l'enclenche et vers quoi on va. Donc ça, c'est un premier point pour motiver. Il est clair aussi qu'il faut absolument sécuriser psychologiquement les participants et les groupes de participants. Autrement dit, on garantit l'anonymat. Il n'est pas d'enquête, c'est une vraie question qu'on se pose parfois dans les petites organisations et qui paradoxalement font parfois appel aux chercheurs parce que toutes les données collectées, je dirais, transitent par nos serveurs
Et on en garantit l'anonymat absolu parce qu'il suffit de demander l'âge, il suffit de demander le genre et on peut identifier. On peut croiser différents indicateurs sociodémographiques exactement. Et identifier des gens dans un petit service. C'est ça. Oui. Et donc ça veut dire qu'avant de lancer l'enquête, il faut déjà réfléchir à ça. D'accord ? C'est-à-dire que ça se prépare, une démarche, je dirais QVCT, ça se sécurise, y compris à ce niveau-là. Il faut soutenir les managers. Les managers vont être des relais, les managers notamment de proximité. Pas les managers hiérarchiques, ils font partie normalement, je dirais, de ceux qui sont à l'origine aussi de la démarche. En tout cas, ils ont donné leur aval. Mais les managers de proximité, les managers fonctionnels, quels que soient les termes employés, vont être des relais déterminants du succès de la démarche engagée. Donc ça, il faut les soutenir, il faut les former, il faut qu'ils soient partie prenante réellement, encore une fois, de cette démarche. Et puis, il faut arriver à démontrer, j'ai envie de dire, pour créer la motivation, il faut leur garantir qu'il y aura des effets attendus. Ça veut dire qu'on n'aura pas simplement des résultats, mais pour ce faire, cela signifie qu'on est capable aussi, assez rapidement, de distinguer les leviers sur lesquels on pourra agir. Il ne sert à rien de faire une magnifique étude très générique avec une multiplicité de leviers actionnables pour dire finalement, on en retient un, et c'est celui dont on savait sur lequel on pouvait agir au départ. Voilà. Effectivement, à Collecteam, quand on accompagne des organisations justement sur des enquêtes comme ça, soit risques psychosociaux, soit QVCT, à chaque fois, on dit que si on met telle question, il faut pouvoir après agir dessus. Il ne suffit pas de récupérer la donnée et savoir ce que pensent les gens. Parce que s'il y a quelque chose à faire vraiment dessus, il faut pouvoir en avoir les moyens. C'est donc très ça s'anticipe. Ouais. Et ça s'anticipe. Ouais. Et ça veut dire que quasiment, il faut déjà avoir pu imaginer les ressources sur lesquelles on va s'appuyer pour pouvoir agir. Oui, tout à fait. Oui. Ouais, donc tout à fait. Ça, c'est fondamental. Mais alors, une fois qu'on a les résultats, justement, est-ce que tu conseilles, parce que la question, c'est la restitution. Oui. Comment on restitue ? Est-ce que tu conseilles de restituer à tout le monde en même temps, c'est-à-dire le comité de direction, les partenaires sociaux, les équipes ? Est-ce qu'il faut plutôt, au contraire, faire une restitution par des groupes différents ? Peut-être les enjeux ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'il faut tout dire aux équipes ? En fait, ils ont répondu, je ne sais pas, à 50 questions. Est-ce qu'il faut donner les résultats des 50 questions ? Comment est-ce que tu conseilles les choses ? Alors, une première remarque, je crois qu'il faut concevoir l'étape de la restitution des résultats comme une étape, là aussi, qui est déterminante de, je dirais, la démarche globale qui est engagée. C'est pas simplement, on a fait passer le questionnaire, on a les données, et puis on fait une note interne dans laquelle on fait des histogrammes, on donne quelques résultats, et donc ça veut dire que ça se pense, ça veut dire donc que ça a un coût, l'étape de restitution, de mobilisation homme dans l'organisation. Cela a un coût aussi, je dirais, potentiellement, si on n'est pas au clair sur la manière de restituer. Et je rebondis sur ce que tu disais, le deuxième point, c'est ce qui se joue en fait, c'est de la justice informationnelle. Et ça, on connaît ça, c'est-à-dire que dans les organisations de travail, il y a l'importance du sentiment de justice, qui peut être dans les procédures, justice procédurale, interactionnelle, dans la manière dont on considère les autres, et justice informationnelle. Et ça doit être, je dirais, non négociable. Ça veut dire que toutes les parties prenantes doivent être assurées que ce sentiment de justice informationnelle, et il faut le dire parce qu'il faut communiquer là-dessus. Parce qu'encore une fois, se joue, je dirais, la confiance dans l'organisation. La confiance, la crédibilité. La crédibilité, absolument. Ouais. Donc ça, il faut impérativement l'énoncer. Donc ça veut dire transparence, justice, oui d'accord, mais les parties prenantes ne vont pas faire la même chose des résultats et n'ont pas les mêmes attentes selon, je dirais, leur position, leur identité, leur rôle dans l'organisation. Bien sûr. Donc, nous, ce qu'on préconise plutôt en général, c'est malgré tout... Alors, est-ce qu'il faut déjà restituer tout ? Oui. 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 Même les résultats qui sont... Parce qu'il n'y a pas de bons ou mauvais résultats. C'est vrai. Il y a des résultats qui peuvent questionner, oui. Nous sommes d'accord, et je pense que vous, comme nous, on est parfois confrontés à des commanditaires de la démarche qui, au regard des résultats recueillis, disent on laisse tomber, on ne communique pas. Oui, c'est un effet désastreux. Oui. Désastreux, de démobilisation, de comportement d'incivilité même dans l'organisation. Nous l'avons observé, démontré. C'est-à-dire qu'effectivement, puisque l'organisation ne respecte pas le contrat, alors, non seulement je me désengage, mais éventuellement j'ai des comportements d'incivilité organisationnelle, si je puis dire, ou même à l'égard des collègues. Donc, oui, il faut
tout restituer. C'est un engagement qui est pris, c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus explorer tout, mais voilà. Et en expliquant que les manquements ou les déficits potentiels observés ne relèvent pas de fautes, d'accord ? L'idée, c'est pas de stigmatiser, mais je dirais constituent des dysfonctionnements qui sont péjoratifs pour la qualité de vie au travail, et donc de rechercher des leviers d'action. Et c'est pour ça que dans la restitution, je suis d'avis que on puisse restituer, par exemple, à la gouvernance, par exemple au CSE, par exemple, aux référents métiers potentiels, d'accord ? Et puis, parallèlement, me semble-t-il, certains parlent de restitution en cascade. C'est un terme qu'on trouve beaucoup dans les organisations du travail. Je pense qu'il est assez malhabile. C'est plutôt en parallèle qu'il faut mener les deux. Restitution dans l'intégralité des résultats aux équipes, aux collectifs de travail. Parce que ce sont ces collectifs qu'on va mobiliser ultérieurement pour éventuellement identifier et progresser dans la mobilisation des ressources qui vont être favorables, eh bien, encore une fois, à la qualité de vie au travail. Oui, donc il ne faut pas commencer par écarter des personnes que l'on veut intégrer après. C'est exactement ça. Oui. Exactement. Ça, c'est fondamental. Si on veut, encore une fois, en fait, si je peux me permettre cette remarque, une démarche QVCT, c'est une démarche, il faut bien en peser des enjeux. C'est une démarche transformatrice, potentiellement, de l'organisation du travail, puisqu'elle sollicite la participation des membres de l'organisation. Donc ce n'est pas anodin. Ça a des effets extrêmement positifs quand c'est bien mené. Ça peut avoir des effets très délétères si les intentions initiales ne sont pas claires sur ce qu'on veut en faire et sur les suites à donner. Et si ce n'est pas respecté. Et si ça n'est pas respecté. Bien sûr, ouais. Justement, dans ces résultats, il y a des résultats qui peuvent être plutôt positifs, puis d'autres plus nuancés, comme on a dit, voire carrément ce qu'on pourrait penser de prime abord comme négatif, des résultats négatifs. On fait quoi comme usage de ces résultats ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Une fois qu'on les a communiqués à tout le monde. C'est ça. Et ça, c'est pareil, ça doit être pensé au départ pour que les intervenants dans cette démarche sachent là où ils vont, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est simplement de la transmission ? Le message est délétère. Les résultats d'une étude, je dirais QVCT, c'est décrypté comme un signal par, je dirais, les membres de l'organisation, un signal sur la manière dont leur structure se préoccupe de leur santé, de manière générale. Donc l'enjeu est très fort, c'est ce qu'on appelle, nous, je dirais, la perception du climat psychosocial dans notre jargon. Ça veut dire en quoi l'organisation se préoccupe-t-elle effectivement du développement, de la santé, et bien de ses collaborateurs. Donc c'est fondamental, qu'est-ce qu'on va en faire ? Et donc ne pas se tromper, encore une fois, sur la suite à donner. Alors, qu'est-ce qu'on en fait ? Ces résultats, ils doivent être le socle sur lequel on va fonder le plan d'action. Pour moi, vous l'aurez compris, il n'y a pas d'étude ou d'enquête, je dirais, QVCT sans plan d'action. Oui, c'est nécessaire. C'est sinon une démarche qui est tronquée, voire même qui est illusoire, voire fallacieuse. Donc, on ne peut pas. On ne peut pas ça. Donc, il y a un plan d'action. Ce plan d'action, il ne peut pas être pensé uniquement top-down, disaient les anglo-saxons, du haut de la hiérarchie vers le bas. Donc, c'est une démarche participative qui doit s'enclencher, parce que la QVCT est l'affaire de toutes et de tous. Oui. Alors, quand tu dis une démarche participative, moi, ce que je vois souvent dans les organisations, c'est parfois une réticence au mot participatif. Oui. C'est-à-dire que certains pensent que quand on est dans une démarche participative, c'est les équipes qui fixent la direction, qui fixent là où on doit aller. Et d'autres se disent, la direction dirige, elle donne la direction où il faut aller, et on inclut les équipes pour savoir comment on va y aller. Est-ce que tu peux clarifier la question de la démarche participative? Pour moi, la démarche participative, je sais le terme suscite d'ailleurs des réactions parfois épidermiques. Oui, tout à fait. Que moi, je mets en lien avec le degré de maturité de l'organisation en matière de QVCT. C'est-à-dire que, par exemple, nous, avant d'implémenter les pratiques organisationnelles vertueuses dont je parlais il y a quelques instants, on fait passer une grille pour évaluer la maturité de l'organisation en matière de QVCT. Si l'organigramme est uniquement pyramidal, si historiquement, dans l'histoire de l'organisation, il n'y a eu aucun indice qui laissait à penser que la santé des collaborateurs n'était pas le simple levier de la productivité accrue, mais que véritablement, c'était considéré comme, je dirais, une dimension non négociable pour une activité durable et de qualité. Bien, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas lancer une étude. Il ne
faut pas lancer une enquête, une démarche. Parce que ça veut dire que quelque part, on instrumentalise la démarche. Oui. Voilà. Si en revanche, des formes de maturité transparaissent au travers de ce premier diagnostic de maturité en matière de QVCT, j'ai envie de dire que la démarche participative, elle est nécessaire dès le début de celle-ci, y compris dans la constitution du COPIL. C'est pour ça que j'ai parlé de référent métier. Oui. Voilà. C'est pas simplement la gouvernance. C'est pas simplement, je dirais, les instances du personnel. Ce sont aussi des référents métiers. Il faut être au plus près des réalités de l'organisation. C'est à ce prix que la démarche gagnera en crédibilité. Donc c'est ça, les inclure, la démarche participative, c'est les inclure dans la réflexion. Absolument. Sur le... Absolument. Peut-être par exemple de manière très empirique, j'ai envie de dire, au départ, quel est le constat ou quel est éventuellement le changement de situation qui justifie que l'on engage une démarche QVCT. Est-ce opportun de le faire? Est-ce que ça ne vient pas en contradiction avec éventuellement d'autres projets qui sont en cours? On connaît cette saturation qui consiste à dire, mais nous, y compris dans les organisations, par exemple, qui passent le questionnaire Great Place to Work, moi je l'entends souvent. On nous dit, oui, c'est encore un questionnaire de plus. Voilà. Oui, ils sont fatigués. Il y a de la fatigue. Ce qu'on peut comprendre. On le voit, nous aussi, quand on mène nos propres études scientifiques, parfois où il y a des résistances, parce qu'effectivement, ça vient se surajouter à des sollicitations constantes. Bien. Donc ça veut dire qu'il faut rappeler. Mais qui peut mieux rappeler le constat quand il s'agit de constats de terrain, du quotidien? D'accord? Ce n'est pas simplement des indicateurs RH. Il nous faut des référents métiers. Bien sûr, oui. Oui. Donc, en fait, faire un plan d'action, oui. Tu parles quand même de construire un comité de pilotage de tout ça. Oui. Et on inclut dedans donc les partenaires sociaux, on inclut les référents métiers, on inclut les gens qui travaillent en fait. Et parfois, je dirais, le recours à un regard externe est aussi enrichissant. Il y a effectivement les experts métiers, mais il peut y avoir, je dirais, alors, selon les organisations, ça peut être le recours à un cabinet conseil en stratégie, ça peut être des partenaires qui soutiennent, comme vous le faites, pour dire les choses clairement, encore une fois, au sein de Collecteam, il y a cette idée d'accompagner, de conseiller, parce que ce regard externe, il est précieux. Parce qu'il y a des évidences qu'on ne voit plus. Quand on est dedans, effectivement, des fois, c'est à nos pieds, on ne les voit pas. Exactement. Donc ça, c'est vraiment très important dans le COPIL. Et après, donc, quel va être le rôle, je dirais, de ce COPIL? Je pense que, et avec les équipes, encore une fois, et les équipes, la voie déterminante, c'est d'arriver à prioriser les actions. Parce que même si on s'en tient à 2 ou 3 dimensions, en général, c'est ce que l'on fait. C'est déjà beaucoup. Ce qui est déjà énorme. Il va falloir prioriser. Alors comment? Là, il y a pareil, ça peut être des espaces de parole, d'échange, ça peut être des focus groups, ça peut être les techniques qui existent, mais qui vont permettre de prioriser et de formaliser les engagements de la structure par rapport à cette priorisation. Est-ce que tu préconises de fixer des objectifs dans le plan d'action à court terme, à moyen terme, à long terme? À court terme, peut-être pour finalement avoir des résultats tout de suite, parce que les équipes, on les engage. Si les résultats sont visibles que dans 1 an, on risque de les perdre. Alors, je crois beaucoup au court terme. Et après, on n'en est même pas au long terme. D'abord parce que ça change les priorités. Ça, c'est très important, ta question, parce qu'elle souligne le fait que quand on mène, je dirais, un diagnostic, un audit, je dirais QVCT, c'est une radiographie à un moment donné T. Bien sûr. Et alors, donc, encore une fois, ce qui est vrai aujourd'hui le sera-t-il demain? Dans une période où les restructurations, les changements, non seulement sont multiples, ça ils l'ont toujours été, mais par contre se font à une vitesse qu'on n'a jamais vue, inégalée. Donc, je crois que ce qui est important, c'est de prioriser les actions en disant, voilà, par exemple, en termes d'échéance temporelle, moi j'ai envie de dire, on peut se projeter sur 2 ans. Oui. Au-delà, il y a une vraie prise de risque. 2 années environ, j'entends. D'accord. Et alors, ce questionnaire, est-ce qu'il faut le réadministrer au bout d'1 an et demi ou 2 ans, justement, pour mesurer les évolutions? Alors, c'est intéressant. Soit on veut juste un diagnostic précis à un moment donné, et ce n'est pas ce qui marche le mieux, si je puis dire. Il est intéressant de le réadministrer, avec, là aussi, de manière très pragmatique. C'est-à-dire, est-ce qu'on reprend les mêmes questions? Voilà. Et est-ce que ça permet une comparaison? La réponse est oui, mais parfois on y adjoint, comme le monde a changé, d'autres items
qu'on n'aura que pour le temps T2, comme nous disons dans notre jargon. Mais ça, c'est intéressant. Alors, c'est intéressant pourquoi? Et comment administrer longitudinalement, temporellement? Est-ce que c'est, par exemple, tous les ans, je dis n'importe quoi, au mois de janvier, on fait passer le questionnaire et on a une comparaison, je dirais. Et si on observe des fluctuations, le problème, c'est à quoi doit-on les imputer? Et oui, pourquoi ça a changé? Oui. Est-ce que c'est, encore une fois, un échange qu'on a souvent eu, Sébastien, c'est la différence entre, encore une fois, corrélation et causalité. Est-ce que c'est... Le hasard fait parfois bien les choses, c'est-à-dire qu'on observe par exemple une augmentation des indicateurs de santé, de bien-être, etc., de performance individuelle en augmentation, et on a une forte envie de dire c'est normal parce qu'on a agi. On n'est pas sûr que ce soit les actions qui aient créé cela. Donc, ces mesures répétées, on peut les faire de manière récurrente. On peut aussi refaire passer le questionnaire lorsqu'un événement particulièrement important est intervenu dans l'organisation, ce qui permet là, éventuellement de comparer des services dans lesquels cet événement a eu lieu à des services qui n'en ont pas eu lieu. Et on observe si ça fluctue. Oui. Voilà, exactement. Et là, on est un peu plus proche, dans ces cas-là, de la causalité que de la corrélation. Oui. Ce résultat de ce questionnaire, cet audit QVCT, on peut s'en servir, s'appuyer dessus pour signer un accord QVCT dans le cadre de l'entreprise? On le peut. Oui, on le doit. On le peut. Presque. On le doit presque, c'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est pas le plus fréquent non plus. C'est ma troisième observation. Mais oui, parce que ça voudrait dire que on a pu faire d'abord la démonstration, non pas objective, hein, ça n'existe pas, parce qu'à travers un questionnaire, là aussi j'aimerais rappeler ça. À travers ces webinaires, je pense que c'est important pour les gens qui nous écoutent. Souvent, on nous dit, oui, mais là, on a une vision objective. Non, vous avez recueilli des perceptions subjectives. Oui, c'est le témoignage de ce que les personnes ressentent. Exactement, exactement. Et on sait que les ressentis, quand même, sont subjectifs. Peuvent être fluctuants, en tout cas. Alors, ce qui donne un peu de robustesse, malgré tout, à ce type de démarche, beaucoup plus qu'une décision, je dirais, prise intuitivement, c'est qu'on travaille sur un collectif à qui on a garanti l'anonymat dans son retour. Donc, on va au plus près d'une forme d'authenticité dans les perceptions, mais ça reste de la perception. Donc, pour revenir à ta question, oui, je pense que ce faisant, on solidifie le socle sur lequel on peut, je dirais, engager éventuellement un accord. C'est pour ça que c'est important d'y associer aussi les partenaires sociaux dès le début de la démarche. Oui. Et j'ai une dernière question avant de prendre les questions des participants. Quels sont les conseils, toi qui as une expérience très très longue de cette question-là, qui a vu plein de structures d'organisations différentes, quels sont les conseils que tu pourrais donner à un DRH, à une direction générale qui envisage de faire un audit QVCT? Alors, moi, j'ai envie de dire, dès le début, je l'ai déjà évoqué il y a quelques instants, il faut absolument éclairer le sens de la démarche. C'est fondamental, de la manière dont je l'ai évoqué, vers où on va, pourquoi on le fait. Ça va éviter, je voudrais revenir juste là-dessus, ça va éviter des attributions causales biaisées. Nous, on le voit dans toutes nos études. Une attribution causale biaisée, c'est quoi? Pour maîtriser nos réalités, qu'elles soient dans le monde du travail de manière générale, quotidienne, on a besoin d'attribuer des causes à ce qui nous arrive. Oui. Quand on est confronté, par exemple, je dirais, à l'administration d'un questionnaire, arrive un questionnaire dans notre service, à notre poste, on lui dit « Est-ce que tu peux le remplir? Tu peux participer ?» On ne peut pas s'empêcher de se dire « Pourquoi ils font ça ?» Et on va chercher l'intention. On va chercher, absolument. Une attribution, on pourrait dire, certains vont dire « Ils font ça parce que c'est la mode, parce que voilà, c'est attribution causale externe. » Le plus souvent, ce sont des attributions causales internes, propres à l'organisation. Si les salariés, et ça on le voit, nous, les collaborateurs, quand ils attribuent, ils font le lien entre démarche QVCT et recherche de performance, en fait. Recherche. Et oui, ils disent s'ils le font, c'est parce qu'ils veulent qu'on aille mieux. Et pourquoi ils veulent qu'on aille mieux? Parce que comme ça, on travaillera plus. On produit plus. Les indicateurs RH repasseront au vert, potentiellement. Ce type d'attribution causale est complètement péjoratif et vous pouvez mettre en place la démarche la plus structurée du point de vue de, je dirais, de la QVCT. Les résultats, quand on observe, là aussi, au fil du temps, en fait, soit ça ne bouge pas, soit parfois même ça régresse. Les indicateurs de souffrance, de mal-être,
régressent. Parce que en fait, les équipes freinent. Parce que les équipes freinent, parce que de toute façon, ils sont convaincus que. Donc ça veut dire qu'il faut, dès le départ, au niveau RH, être la parole aussi de la structure, de la gouvernance. On s'exprime, ce sont les ambassadeurs, quelque part. Et c'est une responsabilité énorme que de dire, voilà, transformer des attributions causales biaisées en signal positif de la préoccupation de la structure autour de la santé et des attitudes et comportements des collaborateurs. Pour moi, c'est fondamental. Une fois ceci fait, après, il faut effectivement constituer ce copil, il faut engager, peut-être sous une forme de démarche projet, eh bien, une participation collaborative à la démarche et participative. Oui, c'est essentiel. Ouais. Oui, c'est essentiel. Très bien. Voilà, quelques conseils que je pourrais rappeler. Merci beaucoup, Evelyne Foucrault. Nous allons passer maintenant aux questions des participants. Alors, la première question était de savoir si on pouvait donner les liens sur le Québec avec cette étude que le ministère du Travail québécois a fait sur la médiation du travail. Oui, on vous donnera les liens, bien sûr. Deuxième question, Vanessa te demande de revenir sur la question de la justice informationnelle. Oui. Est-ce que tu peux redévelopper cette notion? Oui. Alors, de manière plus générale, la question de la justice dans les organisations du travail, elle est cruciale. Nous expliquons, au travers des modèles qu'on teste, là, au niveau de la recherche, je dirais, une grande part des différences de comportement en matière d'engagement, en matière d'intention de rester dans l'emploi, en matière, au contraire, je dirais, de comportement d'incivilité, par la perception d'un sentiment, alors, d'injustice ou de faible justice, pour dire les choses. Et là aussi, il y a des petites différences. Je vous passe les détails. Derrière cette notion de justice, il y a plusieurs types de justice, je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que dans mon organisation, j'ai le sentiment d'être traité de manière équitable, quel que soit mon genre, quelle que soit mon origine culturelle, quel que soit mon âge, etc. Donc, la justice, effectivement, procédurale. Le salaire, par exemple, la perception du salaire, lorsqu'on a le sentiment qu'il y a une faible justice, parce qu'il y a des primes, on ne les connaît pas, on ne sait pas comment les gens sont payés, on ne connaît pas les règles. Ce sentiment d'injustice ou de faible justice procédurale est absolument délétère. Mais il n'est pas le seul. La justice, alors le salaire, on parle aussi de justice distributive. C'est-à-dire que les récompenses, le salaire, les primes rentrent dans ce cadre-là. La justice informationnelle, c'est est-ce que j'ai le sentiment que dans mon organisation, eh bien, un certain nombre d'informations qui sont cruciales sont communiquées de la même manière, je dirais. Alors, est-ce à l'ensemble des collaborateurs, indépendamment de leur statut? Non, parce que les gens ne sont pas naïfs. Ils savent qu'on ne communique pas de la même manière avec, par exemple, des encadrants, des managers, et puis avec des personnes qui sont plutôt dans l'opérationnel pur, sans responsabilité hiérarchique. Mais est-ce que, avec les personnes qui occupent, par exemple, le même type de fonction que moi, qui appartiennent à mon collectif, eh bien, il y a ce respect d'une justice informationnelle. Et là, autour de la QVCT, c'est fondamental. C'est est-ce que vous aurez accès, par exemple, à la totalité des résultats, indépendamment de votre statut, de votre ancienneté, de votre rôle dans l'organisation. Ça, c'est une sorte de contrat implicite ou explicite. Moi, j'invite à l'expliciter, pour dire les choses clairement, qu'il faut absolument aborder si on veut pouvoir enclencher une démarche QVCT dans des conditions plus optimales. Sandra demande s'il est mieux de faire un questionnaire anonyme ou pas. Oui, enfin, pour moi, alors anonyme, oui. En plus, c'est très corrélé, votre question, Sandra, à la taille de la structure. Mais oui, parce que quand on a des services ou des équipes où il y a 3 personnes, exactement, si on met des indicateurs d'âge, d'ancienneté, on sait qui dit quoi. Mais il faut assurer, c'est très clair, hein, l'authenticité des réponses. Ça veut dire que je ne peux imaginer, ça ne s'appelle plus une étude de QVCT, je puis dire, si la personne doit signer, entre guillemets, qui elle est ou signaler. Donc la réponse est, alors là, de manière très spontanée, je dirais, et affirmative, oui, il faut absolument préserver l'anonymat. Aya te demande comment bien gérer un copil élargi en incluant les référents métiers au sein d'une grande structure, notamment lorsque les divergences d'avis apparaissent entre les membres. C'est pour ça que, je dirais, le
l'animateur du COPIL doit être doté de compétences particulièrement difficiles, parce qu'il s'agit de management interprofessionnel, quasiment, interstatutaire. C'est très très compliqué, parce qu'il faut arriver à une forme de consensus, en fait. Donc c'est un leader de COPIL qui fait la différence. C'est cette capacité à pouvoir faire émerger un consensus de positions qui, au départ, sont initialement, je dirais, potentiellement divergentes. Donc, ça, c'est très important. Ça veut dire que le mode d'animation des premiers COPIL est déterminant. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. Ça veut dire qu'au service de la finalité visée, quelle démarche mettons-nous en place et à quoi voulons-nous aboutir, en quelque sorte. Oui. Solène te demande si on constate ou si on suppose que l'organisation n'est pas assez mature. Justement, tu parlais de maturité de l'organisation. Elle demande d'abord, qu'est-ce qu'on fait ? Dans ce cas-là, on ne fait pas de questionnaire QVCT, ok, mais on fait quoi à la place ? Première chose. Et deuxième chose, est-ce qu'il y a, tu parlais de questionnaire, est-ce qu'il y a une grille sur laquelle ils peuvent s'appuyer pour évaluer la maturité de leur organisation, justement ? Les Canadiens, tu en parlais tout à l'heure, sont très en avance là-dessus. Il faut le dire. Il y a des chaires santé au travail dans lesquelles vous trouvez un certain nombre d'outils, d'ailleurs, dont des outils, par exemple, d'évaluation de la maturité organisationnelle en matière de QVCT. Donc ça, voilà, peut-être on pourra en reparler, on pourra donner cette indication-là pour dire les choses. Que fait-on si le score... Alors, on est rarement surpris parce qu'on rencontre les dirigeants quand on intervient. Et très souvent, quand le score de maturité, je dirais en matière de QVCT est faible, ça se traduit dans nos échanges avec la direction. En tout cas, ça s'entend. Ça s'entend. Sauf lorsque, inversement, on a, je dirais, une direction de transition, si je puis dire, avec une volonté de faire rupture, parce que l'organisation peut s'être retrouvée en difficulté. Il y a la volonté d'impulser une nouvelle culture. Et ce que nous disons à ce moment-là, c'est qu'il faut déjà travailler au niveau des nouvelles normes, des nouveaux fonctionnements, etc., avant de commencer à afficher une démarche QVCT. L'erreur, ça serait d'abord de collecter des données qui viendraient cristalliser des frustrations, etc., alors que ce que l'on veut, c'est l'évolution de l'organisation en faveur de cette préoccupation. Il ne faut pas figer ça. Non. Ouais, tout à fait. Alors justement, Nolwenn demande comment est-ce qu'on peut travailler sur la maturité de l'entreprise, comment faire évoluer cette maturité-là. Là, c'est vraiment un travail de conseil, d'accompagnement, voire de formation auprès de la gouvernance et auprès, je dirais, des managers de l'organisation. Parce que ce sont eux qui vont impulser cette culture-là. Mais il faut qu'il y ait une volonté stratégique. Si la gouvernance ne le souhaite pas, à un discours progressiste, c'est souvent ce qu'on observe. Le discours est progressiste, prenant en compte la QVCT et les pratiques demeurent archaïques. Et la structure demeure archaïque dans son fonctionnement. Donc là, j'ai envie de dire, alors c'est parfois l'occasion d'un changement qu'on rebat les cartes. Oui, bien sûr. Ça peut être une occasion, vous voyez, d'intervenir et de pouvoir impulser cette démarche de transformation et d'évolution. Et puis, dernière question, Virginie nous dit que le CSE, dans l'entreprise où elle est, a fait une enquête QVCT et elle a fait une restitution en plénière. Et elle pense, Virginie, que l'organisation aussi devrait faire son enquête. Donc le CSE a fait la sienne, elle pense que l'organisation devrait faire la sienne. Et elle demande si tu as un conseil pour ça, parce qu'elle ne sait pas trop comment je dis que ce n'est pas simple que l'organisation arrive après le CSE, parce que sa démarche peut être décryptée comme une démarche réactive, voire défensive. Donc, pour le coup, on parlait de biais tout à l'heure. Donc, peut-être faut-il plus, moi, si je me permettais un conseil, y compris à la gouvernance de la structure, c'est plutôt d'ouvrir un espace de dialogue avec le CSE pour réfléchir à l'interprétation des résultats qu'ils ont collectés et voir comment on peut poursuivre la démarche, pas la concurrencer, surtout pas la concurrencer. Voilà. Pour dire les choses, au bénéfice, encore une fois, des collaborateurs. Parce que là, ils ont initié la démarche. Absolument. Et ce n'est pas eux qui vont faire un plan d'action, etc. Exactement. Et donc, il faut qu'ils mais que ça soit une sorte de préalable, qui est discutable. C'est vraiment une démarche QVCT, c'est normalement, je dirais, propice à l'ouverture d'espace et de temps de dialogue. C'est fondamental. Très bien. Merci beaucoup, Evelyne Foucrault. Merci.